Je pensais simplement prendre un vol tranquille vers Seattle, m'asseoir au fond de l'avion et préparer la réunion la plus importante de mon année. Je ne savais pas que, quelques heures plus tard, une femme assise à seulement quelques centimètres de moi regretterait chacune des paroles qu'elle allait prononcer. Elle s'appelait Victoria Ashborn, dirigeante d'une entreprise technologique évaluée à des centaines de millions de dollars. En regardant ma vieille veste, mon téléphone fissuré et mon billet en classe économique, elle avait déjà décidé quel genre d'homme j'étais. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais précisément l'homme chargé de décider si son entreprise méritait de décrocher un contrat de 240 millions de dollars. Mais avant que cette vérité n'éclate, elle allait avoir largement le temps de me sous-estimer. Ce matin-là, je quittais Denver avec une petite valise grise dont les roues avaient depuis longtemps cessé de fonctionner correctement. Ma veste avait connu 9 hivers et plusieurs réparations, tandis que mon ordinateur portable portait encore la marque d'une chute vieille de quelques années. Rien, absolument rien dans mon apparence ne ressemblait à celle d'un homme qui allait avoir une influence déterminante sur une décision de plusieurs centaines de millions de dollars. Et cela me convenait parfaitement. Je m'appelle Caleb Rowan, j'ai 42 ans, pendant 11 ans, j'ai travaillé directement sur les systèmes avioniques et les questions de sécurité aéronautique. Aujourd'hui, je suis conseiller indépendant en sécurité et en approvisionnement. Je ne signe pas les contrats et je ne siège pas dans les conseils d'administration. Mon travail est plus simple, vérifier si les promesses faites sur le papier résistent réellement aux faits. Ensuite, je remets mon rapport aux personnes qui doivent prendre la décision. Alors que j'attendais le contrôle de sécurité, mon téléphone vibra. C'était ma fille Sadie. Son message ne contenait que quelques mots. Elle voulait absolument que je sois rentré samedi, parce qu'elle avait quelque chose à me montrer et refusait d'attendre davantage. Je lui répondis que je serais là. Elle envoya un emoji amusé, puis je rangeai mon téléphone. À ce moment-là, je pensais encore que ma journée serait parfaitement ordinaire. Je me trompais. À la porte B14, une femme attira l'attention avant même que je voie son visage. Sa voix était suffisamment forte pour que les gens autour d'elle comprennent qu'elle avait l'habitude d'être écoutée. Victoria Ashborn avançait avec 2 valises en cuir, un manteau impeccable et cette assurance particulière des personnes qui ont passé des années à entrer dans des pièces où tout le monde se lève pour les saluer. Son vol avait été modifié au dernier moment. Faute de place en première classe, elle avait été assignée à un siège en classe économique. Le seul siège disponible était juste à côté du mien. Lorsqu'elle arriva dans la rangée 32, elle regarda le numéro du siège, puis moi. Ses yeux descendirent vers ma veste usée, remontèrent jusqu'à mon ordinateur cabossé, puis revinrent sur mon billet. Tout cela dura à peine 2 secondes. Mais je connaissais déjà ce regard. Dans son esprit, elle avait probablement conclu que j'étais mécanicien, technicien ou simple employé d'une compagnie aérienne voyageant au tarif le moins cher possible. Je me levai pour lui laisser passer. Elle me remercia même pas. Elle s'installa, prit immédiatement l'accoudoir et commença à travailler sur sa tablette. Pendant les minutes qui précédèrent le décollage, elle parla au téléphone comme si toute la cabine était devenue son bureau personnel. Elle évoqua des avocats, des chiffres, des négociations. Finalement, prononça clairement un montant qui fit tourner discrètement quelques têtes. 240 millions. Elle le prononça avec le calme de quelqu'un qui annonçait simplement le prix d'un déjeuner. Je continuai à regarder mon écran. Quelques minutes plus tard, elle remarqua le document technique ouvert sur mon ordinateur. « Vous êtes mécanicien ?» demanda-t-elle. Je lui répondis que je faisais du conseil dans le secteur aéronautique. Elle eut un petit rire. Pas vraiment un rire amusé. Plutôt ce souffle bref que certaines personnes laissent échapper lorsqu'elles pensent avoir compris quelqu'un. « Consultant » répéta-t-elle. Ce mot est devenu très pratique. Je ne répondis pas. Elle continua pourtant. Elle me demanda mon âge, pourquoi je voyageais en classe économique et comment je pouvais gérer une activité professionnelle tout en élevant un enfant seul. Quand je lui expliquai que j'étais père célibataire, son expression changea légèrement. Elle venait de trouver une nouvelle catégorie dans laquelle me placer. Pour elle, un homme dans ma situation avait forcément choisi la stabilité au détriment de l'ambition. Elle me demanda si ma fille limitait mes déplacements, mes clients et mes possibilités de carrière. Ces questions semblaient polies, mais chacune ressemblait davantage à une mesure destinée à déterminer jusqu'où je pouvais aller. Je répondis simplement, sans chercher à me défendre. Puis elle me donna sa propre définition du succès. Selon elle, les véritables décideurs n'achetaient jamais les billets les moins chers. Ils achetaient du temps.
Elle affirma qu'un homme qui préférait économiser quelques centaines de dollars au lieu de voyager dans le confort révélait forcément la valeur qu'il accordait à sa propre carrière. Je souris légèrement. Je lui répondis seulement qu'on pouvait acheter beaucoup de temps et réussir malgré tout à le gaspiller. Elle sourit comme si ma remarque était insignifiante. Puis elle alla encore plus loin. Elle me dit que la paternité poussait souvent les hommes à renoncer à ce qu'ils auraient pu devenir. Selon elle, je protégeais probablement une petite vie stable parce que je n'avais plus le courage de poursuivre une grande ambition. Je ne me disputais pas avec elle. Après 20 ans passés dans des salles de réunion, j'avais appris une chose. Lorsqu'une personne parle trop, il suffit parfois de se taire pour découvrir qui elle est réellement. Victoria continua donc à parler. Et c'est précisément à ce moment-là que je remarquai l'écran de sa tablette. Un logo familier apparut. Ashbourne Dynamics, proposition d'intégration complète de maintenance prédictive. Mon cœur s'arrêta presque une seconde. Je connaissais ce projet. Je l'étudiais depuis 3 semaines. Et soudain, je compris que la femme assise à côté de moi n'était pas simplement une dirigeante arrogante voyageant par hasard sur le même vol. Elle était la personne dont l'entreprise allait bientôt devoir répondre à mes questions. Je regardai l'écran, puis Victoria. Elle ne savait toujours pas qui j'étais. Alors je lui posai une seule question, d'une voix parfaitement calme. Quel est votre taux de faux positifs sur l'ensemble de la série de validation? Son doigt s'immobilisa sur la tablette. Pour la première fois depuis le début du vol, Victoria Ashbourne ne trouva rien à répondre. Et son visage venait de changer complètement. Victoria me fixa quelques secondes, le stylet toujours immobile au-dessus de sa tablette. Je venais de poser une question qui n'avait rien à voir avec une conversation ordinaire entre 2 passagers. Son regard passa de mon visage à l'écran, puis revint vers moi. « Pourquoi voulez-vous savoir ça ?» demanda-t-elle finalement. Sa voix avait perdu cette assurance légère qu'elle affichait depuis notre rencontre. Je lui expliquai calmement que je ne cherchais pas à l'embarrasser. Je voulais simplement savoir si les chiffres qu'elle présentait étaient aussi solides qu'ils en avaient l'air. Elle plissa les yeux. Vous avez lu des articles techniques et vous pensez comprendre une transaction de 240 millions de dollars? Je ne répondis pas immédiatement. Puis je lui dis quelque chose que j'avais appris au fil des années. Un chiffre parfaitement beau peut parfois être beaucoup plus inquiétant qu'un chiffre imparfait. Un mauvais résultat vous indique où chercher. Un résultat trop parfait peut vous donner envie d'arrêter de chercher. Elle détourna les yeux et reprit sa présentation. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Elle ne me regardait plus comme un simple passager assis à côté d'elle. Elle me regardait comme un problème dont elle ne connaissait pas encore la solution. Quelques minutes plus tard, le commandant de bord prit la parole dans les haut-parleurs. Il donna les informations habituelles concernant la durée du vol et les conditions météorologiques prévues au-dessus des cascades. Puis, juste avant de terminer son message, sa voix devint soudain plus chaleureuse. Avant le décollage, j'aimerais souhaiter personnellement la bienvenue à Caleb Rowan. Caleb, cela fait plaisir de vous revoir parmi nous. Certains ici n'ont pas oublié ce que vous avez fait. Le stylet de Victoria s'arrêta net. Je baissai simplement les yeux vers mon ordinateur. Je n'aimais pas attirer l'attention et encore moins être présenté devant des centaines de personnes. Quelques minutes plus tard, une responsable de cabine s'arrêta près de notre rangée. Elle me demanda discrètement si j'étais bien le Caleb Rowan qui avait participé au programme Horizon. Je confirmai. Son visage s'adoucit immédiatement. Elle me parla d'un hiver, plusieurs années auparavant, lorsqu'une flotte avait été confrontée à un problème qui aurait pu provoquer une catastrophe majeure. Elle me remercia avec une sincérité qui n'avait rien à voir avec les compliments habituels. Je la remerciai à mon tour et lui demandai de ne pas en faire davantage. Elle comprit et repartit. Victoria, elle, était restée parfaitement immobile. Je pouvais presque entendre les pièces de son raisonnement se remettre en place. L'homme qu'elle avait classé comme un technicien quelconque venait d'être reconnu par le commandant et par une membre expérimentée de l'équipage. Mais ce n'était encore qu'un indice. La véritable révélation arriva lorsqu'elle ouvrit un autre dossier sur sa tablette. C'était le dossier concernant le contrat avec Sterling Atlantic. Elle fit défiler plusieurs pages, puis s'arrêta sur une annexe technique. Je savais exactement ce qu'elle venait de trouver parce que j'avais moi-même rédigé une partie de cette section. Évaluation technique indépendante réalisée par C. Rowan, lut-elle silencieusement. Son visage pâlit. Elle releva lentement les yeux vers moi. « C'est vous ?» Je hochai la tête. Pendant quelques secondes, elle ne dit rien. Puis son comportement changea radicalement. La femme qui, moins d'une heure auparavant,
m'expliquait que les pères célibataires choisissaient la stabilité au détriment de l'ambition, commença soudain à me parler avec une politesse presque excessive. Elle voulut savoir pourquoi je me rendais à Seattle. Elle demanda si je connaissais personnellement certains membres du conseil de Sterling Atlantic. Elle voulut comprendre ce qu'avait été exactement le programme Horizon. Je répondis uniquement à ce qui était nécessaire. Je lui expliquai que j'avais participé à l'équipe qui avait identifié un problème critique et que mon travail consistait désormais à vérifier les données techniques avant que des entreprises prennent des décisions importantes. Victoria tenta alors une autre approche. Elle me parla de son entreprise, de son équipe et de son intérêt pour les professionnels ayant une véritable expérience opérationnelle. Elle affirma que son secteur manquait de personnes capables de comprendre la réalité du terrain. Puis elle me proposa une rencontre avec 2 de ses dirigeants. Enfin, elle évoqua la possibilité d'un poste de conseiller permanent chez Ashbourne Dynamics, avec une rémunération largement supérieure à celle de ma mission actuelle. Je l'écoutai jusqu'au bout. Puis je lui posai une question simple. Il y a 1 heure, j'étais un homme qui avait renoncé à son ambition pour sa fille. Maintenant, je suis soudainement un professionnel expérimenté que votre entreprise aimerait recruter. Qu'est-ce qui a changé? Elle resta silencieuse. Elle parla ensuite de premières impressions, de journées difficiles et d'une manière parfois trop directe de communiquer. Elle précisa qu'elle n'avait jamais voulu m'offenser personnellement. Je compris alors quelque chose d'important. Elle ne regrettait pas réellement ses paroles. Elle regrettait surtout de les avoir prononcées devant la mauvaise personne. Mais je ne ressentais aucune colère. À plus de 36 000 pieds d'altitude, la colère ne sert à rien. Je préférais observer. Et ce que j'observais m'inquiétait davantage que son arrogance. Car si Victoria ne respectait quelqu'un qu'après avoir découvert son influence, que se passait-il avec les ingénieurs et les employés qui n'avaient aucun pouvoir sur elle? Je commençai donc à poser des questions. Pas pour la piéger. Pour comprendre. Je lui demandai pourquoi une série de validations comprenant plus de 10 000 cycles avait été réduite à environ 6 000 cycles dans le rapport présenté au Conseil. Elle répondit que les premiers cycles n'étaient pas suffisamment représentatifs. Je lui demandai alors qui avait défini le mot « représentatif ». Elle ne répondit pas. Je continuai avec les anomalies classées comme erreurs opérateurs. Combien avaient été reclassifiés? Combien de ces changements avaient été approuvés par un ingénieur plutôt que par un responsable de programme? Victoria me regarda fixement. Puis elle demanda « Où avez-vous obtenu ces informations ?» Je répondis simplement que les personnes qui font mon travail ont tendance à lire les pages que certains dirigeants ne prennent jamais le temps de regarder. Le silence qui suivit fut lourd. Puis je lui révélai enfin la partie qu'elle n'avait pas encore comprise. 3 semaines auparavant, une ingénieure de 29 ans nommée Naomi Price avait utilisé la procédure officielle d'escalade technique d'Ashbourne Dynamics pour transmettre des données brutes à l'équipe chargée de l'évaluation chez Sterling Atlantic. Elle n'avait accusé personne de fraude. Elle avait simplement montré que certains résultats défavorables avaient été retirés du dossier présenté au Conseil, sans justification technique suffisamment claire pour permettre une vérification indépendante. Et c'était précisément cette affirmation que j'avais été engagé pour examiner. Victoria connaissait Naomi. Elle se souvenait d'une réunion quelques mois plus tôt, lorsque la jeune ingénieure avait présenté un graphique montrant une anomalie préoccupante. Victoria l'avait interrompue devant toute l'équipe et lui avait fait comprendre que si elle voulait donner son opinion, elle devait attendre qu'on la lui demande. Naomi avait ensuite cessé d'insister. Le problème, expliquai-je à Victoria, n'était pas seulement une éventuelle erreur informatique. Les erreurs techniques peuvent être corrigées. Le véritable danger était culturel. Lorsqu'une entreprise apprend à ses employés que les mauvaises nouvelles peuvent détruire leur carrière, les mauvaises nouvelles ne disparaissent pas. Elles cessent simplement de remonter jusqu'aux dirigeants. Victoria resta silencieuse pendant longtemps. Puis, pour la première fois, son visage perdit complètement cette expression de contrôle qu'elle portait depuis notre rencontre. Elle me demanda ce que je comptais dire au conseil de Sterling Atlantic. Je regardai par le hublot. Seattle approchait. Et je savais qu'avant la fin de cette journée, une décision concernant 240 millions de dollars allait être prise. Mais ce que Victoria ignorait encore, c'est que mon rapport ne portait pas seulement sur la technologie. Il allait déterminer si le conseil pouvait encore faire confiance à l'entreprise qu'elle dirigeait. Et dans moins de 4 heures, nous allions tous nous retrouver dans la même salle. Lorsque les roues de l'avion touchèrent enfin la piste de Seattle, Victoria avait déjà compris que quelque chose de beaucoup plus grave qu'une simple humiliation l'attendait. Elle me proposa encore de travailler avec elle,
cette fois avec une offre suffisamment généreuse pour changer confortablement la vie de n'importe qui. Elle parla de stabilité, de ma fille et de ce qu'un poste permanent pourrait représenter pour nous. Mais je refusai. J'étais payé par Sterling Atlantic pour évaluer son entreprise. Accepter quoi que ce soit d'Ashbourne Dynamics aurait transformé mon rapport en conflit d'intérêts. Je lui expliquai que je ne vendais qu'une seule chose, la crédibilité de mes conclusions. Et une fois cette crédibilité perdue, elle ne pouvait pas être rachetée. Elle resta silencieuse quelques secondes. Puis les portes de l'avion s'ouvrirent. Sur le pont reliant l'appareil au terminal, un homme en costume sombre attendait. Il s'agissait de Doug Larraine, responsable de l'intégration opérationnelle chez Sterling Atlantic. Lorsqu'il me reconnut, son attitude changea immédiatement. Il me serra la main et me dit que le président du conseil, Everett Langford, attendait mon évaluation finale avant d'autoriser le moindre vote. Ils attendront aussi longtemps que nécessaire, précisa-t-il. Victoria se trouvait juste derrière moi. Elle entendit chaque mot. Quelques instants plus tôt, elle pensait encore être la femme la plus importante de ce voyage. Maintenant, elle découvrait qu'un conseil d'administration entier attendait l'opinion de l'homme qu'elle avait passé plus de 2 heures à considérer comme insignifiant. Je ne lui adressai aucun regard triomphant. Je pris simplement ma petite valise grise et avançai vers le terminal. Le siège 32 était derrière moi. Mais la véritable épreuve commençait seulement maintenant. Au siège de Sterling Atlantic, Victoria arriva avant moi avec plusieurs membres de son équipe. Lorsqu'elle entra dans la salle du conseil, elle avait retrouvé toute son assurance. Sa présentation était prête, ses dirigeants étaient à ses côtés et son directeur technique connaissait parfaitement chaque détail du projet. Le contrat représentait 240 millions de dollars et son équipe était convaincue qu'elle pouvait convaincre le conseil de signer. Puis j'entrai. Même veste usée. Même ordinateur avec son écran légèrement cabossé. Aucune équipe derrière moi. Aucun assistant. Aucun costume coûteux. Everett Langford, le président du conseil, interrompit sa conversation dès qu'il me vit. Il vint directement vers moi, me serra la main et me remercia d'être venu. Ensuite seulement, il salua Victoria. Dans une salle de conseil, l'ordre des choses a parfois plus de poids que les discours. Victoria le comprit. La présentation commença. Son équipe était excellente. Le système proposé par Ashbourne Dynamics était réellement prometteur et les économies annoncées n'étaient pas imaginaires. Je ne cherchais pas à détruire son entreprise. Mon travail était de dire la vérité. Après la présentation, Everett se tourna vers moi. « Caleb, nous voulons votre évaluation indépendante. » Je pris la parole. Pendant 19 minutes, j'expliquai que la technologie était crédible, sur certains points, supérieure à plusieurs solutions concurrentes. Je précisai que je n'avais trouvé aucune preuve permettant d'affirmer que l'entreprise avait développé son système avec une intention frauduleuse. Puis j'affichai les données complètes. 10 000 cycles de validation. À côté, les 6 000 cycles présentés au conseil. La différence n'était pas anodine. Les résultats retirés n'étaient pas répartis au hasard. Ils étaient concentrés dans des conditions de forte humidité, des conditions qui concernaient une partie importante du réseau exploité par Sterling Atlantic. Je montrai ensuite les alertes reclassifiées, l'absence de validation technique de certains changements et la demande officielle d'un nouveau test qui avait été refusé sans justification technique écrite. La salle devint silencieuse. Puis je leur expliquai ce qui, selon moi, était le véritable problème. Le défaut technique pouvait être corrigé. Le problème de gouvernance, lui, était beaucoup plus dangereux. Lorsqu'un ingénieur peut signaler un problème, être publiquement humilié, puis voir son inquiétude disparaître dans une annexe, le conseil ne peut plus savoir quelles autres informations importantes ont été supprimées avant d'arriver jusqu'à lui. Je recommandai donc de ne pas annuler définitivement le contrat. Je recommandai de suspendre l'autorisation des 240 millions de dollars. À la place, je proposai un programme pilote limité sur 11 appareils, accompagné de 3 conditions. Un audit indépendant de toutes les données, la restauration complète des résultats écartés et une protection formelle pour les ingénieurs qui avaient signalé le problème. Victoria se leva brusquement. Elle affirma devant tout le conseil que ma recommandation était personnelle. Elle expliqua que nous avions voyagé ensemble le matin même et qu'une tension était apparue entre nous. Je la regardai calmement. « Vous n'avez pas perdu ce contrat parce que vous m'avez manqué de respect, lui dis-je. Vous l'avez mis en danger parce que vous avez cessé d'écouter toutes les personnes dont vous pensiez ne jamais avoir besoin. » Je parlais de Naomi Price. D'une jeune ingénieure avec un simple graphique.
d'un homme en classe économique. Et surtout d'une organisation qui avait appris à ses employés qu'il valait mieux garder le silence que d'apporter une mauvaise nouvelle. Everett Langford prit alors la parole. Il révéla que les informations techniques de Naomi avaient été transmises au Conseil 11 jours avant notre vol, exactement par la procédure officielle prévue dans l'accord entre les deux entreprises. Mon engagement avait également été approuvé avant le voyage. Victoria comprit alors que rien de ce qui s'était passé dans l'avion n'avait été organisé contre elle. Le hasard avait simplement placé à côté d'elle l'homme qu'elle aurait dû écouter. Le vote fut unanime. L'autorisation du contrat complet de 240 millions de dollars fut suspendue. Le projet pilote resta possible, mais uniquement sous les 3 conditions que j'avais proposées. Victoria ne fut pas arrêtée. Son entreprise ne s'effondra pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois depuis près de 20 ans, son conseil d'administration commença à remettre son leadership en question. Alors que je rangeais mes affaires, elle vint me voir près de la porte. Elle me posa une dernière question. Pourquoi un homme avec votre influence voyage-t-il toujours en classe économique ? Je lui répondis que lorsque je payais moi-même mes déplacements, je choisissais ce qui me semblait raisonnable. Puis j'ajoutai quelque chose de beaucoup plus important. Je n'ai pas besoin d'un siège coûteux pour savoir qui je suis. Et si j'en ai un jour besoin, alors je ne serai probablement plus très utile dans mon travail. Elle ne répondit pas. Je pris ma valise et quittai la salle. Je rentrai chez moi quelques jours plus tard. Sadie m'attendait avec ce fameux projet qu'elle voulait absolument me montrer. Elle avait construit un pont avec des spaghettis secs et réussi à lui faire supporter plusieurs objets avant qu'il ne s'effondre. Mais ce qui m'impressionna vraiment, ce n'était pas le pont. C'était la feuille sur laquelle elle avait écrit pourquoi il avait échoué. Elle avait compris quelque chose que beaucoup d'adultes oublient. Un échec correctement analysé peut avoir plus de valeur qu'un succès que personne n'ose remettre en question. Plus tard, j'appris que Victoria était restée seule dans la salle du conseil après le départ de tout le monde. Elle regardait simplement la chaise où j'étais assis. Je ne sais pas exactement ce qu'elle pensait. Mais je sais ce que cette histoire m'a appris. Elle ne m'avait pas sous-estimé parce que j'étais pauvre. Elle m'avait sous-estimé parce qu'elle avait regardé mon apparence et décidé que ma valeur était limitée. Pendant 2h41, elle avait été assise à quelques centimètres de l'homme qui connaissait chaque détail du problème qui menaçait son contrat. Elle aurait pu poser une seule vraie question. Elle ne l'a jamais fait. Et cette décision lui a coûté 240 millions de dollars. Mais peut-être que le véritable prix n'était pas le contrat. Le véritable prix était de découvrir, trop tard, combien de personnes compétentes avaient cessé de lui parler parce qu'elles avaient compris qu'elle n'écoutait que les gens qu'elle considérait comme importants. Alors dites-moi quelque chose. Depuis quel pays ou quelle ville regardez-vous cette histoire aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, pensez à laisser un like et à vous abonner, car parfois la personne que nous décidons d'ignorer est précisément celle dont nous avions le plus besoin d'entendre la voix. Parce qu'au fond, ce jour-là, Victoria n'a pas appris qu'il ne fallait pas juger un homme sur son billet d'avion. Elle a appris quelque chose de bien plus difficile. La valeur d'une personne ne change jamais simplement parce qu'elle est assise au dernier rang.